jeboislocal.ca. Jeboislocal.ca, évidemment, c'est un site web, vous le devinez sûrement, qui parle de bière de microbrasserie. Je bois local, c'est aussi des boutiques de bière dans la grande région de Québec. 5 boutiques à partir de demain. Alors, ça a poussé vite depuis l'automne dernier. Alors, ceux qui sont dans la région de Québec, allez voir notre site et acheter en ligne, ramasser sur place. Le magasinage en ligne, honnêtement, quand on aime la bière de micro, c'est super intéressant de le faire par style, d'aller voir les bières les plus populaires. Et Je bois local, c'est également ces vidéos de dégustation que je fais depuis l'automne dernier. Édition numéro 34, si ma mémoire est bonne, ce soir. Et si vous captez ça le 9 juin en direct maintenant, profitez-en. C'est live. Alors, vous pouvez, via les commentaires, nous envoyer vos questions et les commentaires que vous voulez pendant la diffusion. Profitez-en. C'est en direct et on va prendre le temps de répondre à vos questions si vous le faites. Également, via le YouTube, via le site web, vous pouvez revoir ces vidéos en reprise. Allez vous abonner d'ailleurs sur YouTube à notre chaîne. Comme ça, vous allez voir tous les vidéos et toutes les dégustations au fur et à mesure qu'il y en aura des nouvelles si ça vous intéresse d'en savoir plus. Alors, c'est simple. On passe quelques dizaines de minutes avec une personne de l'industrie brassicole et on parle d'un produit en particulier. Et ce soir, c'est vraiment intéressant ce que j'ai pour vous. C'est la Wild Ultra de la brasserie Dieu du Ciel. Et qui dit Dieu du Ciel dit Jean-François Gravel, qui est un des fondateurs et qui est vraiment la figure publique de Dieu du Ciel depuis le début. Et il me fait plaisir d'être avec nous en direct ce soir. Alors, salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Moi, le mercredi, c'est le moment où je suis obligé de boire de la bière. Alors, je trouve ça joyeux. Ah, je comprends. Moi, ça m'arrive à tous les jours. Mais bon. Ça t'arrive à tous les jours, exact. Ça fait l'envie de bien des gens qui nous écoutent. Donc, on va prendre quelques minutes avec toi, oui, pour goûter cette bière assez complexe, merci, qui est la Wild Ultra. Ouais. Mais juste avant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Tu as une figure très connue dans le monde brassicole. Tu représentes évidemment cette entreprise qui est Dieu du Ciel, qui est là depuis longtemps. Mais j'aimerais quand même ça que tu nous résumes un petit peu ton parcours à toi. Ça fait longtemps que tu es dans le paysage. Alors, parle-nous de ce qui t'a amené où tu es là aujourd'hui. Bien, dans le fond, tu sais, Dieu du Ciel, ça fait partie de on peut dire de la deuxième, troisième vague de microbrasserie. Là. C'est adaptable comme discours, mais moi, j'ai commencé comme brasseur maison, comme beaucoup de monde. Mais finalement, j'ai commencé à brasser là, dans le début des années 90, au moment où finalement, on commençait à avoir des microbrasseries au Québec. Tu avais le choix soit d'avoir des bières importées, qui étaient très chères, puis qui étaient difficiles à trouver, puis il commençait à avoir des microbrasseries, des Boréales, des Micassines, des Univeau, des choses comme ça. Et puis, j'ai comme eu le goût de faire de la bière. Moi, j'ai un background en sciences, j'ai toujours eu d'intérêt là-dedans. J'ai un bac en biologie, j'ai commencé une maîtrise en microbiologie. Après ça, donc de faire de la bière, finalement, c'est ça, c'est de la fermentation, c'est de travailler avec des levures, c'est de la biochimie, de la chimie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait dans le procédé, finalement. Puis, à force de faire de la bière, ben, là, il y a toute la culture de la bière qui m'a passionné d'histoire, puis après ça, de créer des choses. Fait que je suis tombé vraiment, j'ai comme finalement quitté un peu le chemin de la recherche. Et puis, en chemin, j'ai rencontré Stéphane Ostillier, qui est toujours un de mes associés, puis là, je faisais ma maîtrise, puis j'avais un peu l'idée, je disais, j'aime ça la recherche, mais je pense que la bière, ça me fait plus triper. C'est comme une application de toutes les connaissances que j'ai, plus avec de l'histoire là-dedans, puis il y a le côté social de la bière qui me plaît beaucoup dans tout ça. Fait que, puis là, ben ça, il y a quelques microbrasseries qui étaient là. Tu sais, bon, c'est pour ça qu'on a commencé comme brewpub aussi. C'est qu'à ce moment-là, on ne voulait pas être avec tout l'embouteillage, la mise en marché, tout ça. Il y avait déjà quelques micros, puis le marché était comme moins dynamique qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de médias sociaux. Donc, s'implanter sur une tablette, là, c'était pas facile, là. Donc, j'étais un fan du cheval blanc, puis j'aimais beaucoup ce que Jérôme faisait. Beaucoup d'une bière à l'autre, ça changeait, ça évoluait. Il a créé un peu sa propre personnalité. La vibe du pub me plaisait beaucoup. Fait que j'ai dit, moi, je pense que c'est ça que je veux. C'est pour ça qu'on a commencé comme brewpub en 98 dans le Myland. Puis le Myland, aujourd'hui, c'est un des quartiers les plus trendy
de Montréal, puis en Amérique du Nord, mais dans ce temps-là, pas pantoute, là, c'était comme, c'était comme la cour arrière du plateau, là. Ce plateau, c'était cool, mais le Maryland, c'est comme, oh boy, OK, bah, il y a des bagels, puis sûrement tout, tu sais. Puis c'est comme ça, mais ça se dit, c'est comme ça qu'on a trouvé un local pas cher pour s'installer. Puis, fait que, c'est ça, on s'est installé là, mais, tu sais, comme il y avait beaucoup de monde là, et c'est dans le trafic, ben, on a rapidement créé une clientèle très, très locale de bière, mais via le mondial de la bière, puis quand la bière est devenue un peu plus internationale, puis Rate Beer a fait partie un peu de cette histoire-là, ben, puis Montréal, avec le tourisme qui s'est mis à monter, ben, on s'est mis à finalement être plus à la map, mais en dehors de notre petit local. Puis à un moment donné, ben, notre petit local, il était plein, puis on ne fournissait pas. Puis on s'est dit, ben, c'est peut-être le temps de passer au deuxième niveau. Puis au niveau comme brasseur, à un moment donné, tu as le goût de passer au deuxième niveau, de parler à un plus grand auditoire, c'est normal. Fait que c'est là qu'on a parti le projet à Saint-Jérôme en 2006. On a commencé à brasser en 2007. Donc, on a transformé un ancien IGA qui était dans le centre-ville de Saint-Jérôme en brasserie industrielle, mais comme on est dans le centre-ville, c'est justement le but d'aller là, c'est qu'on est capable de rouler un pub puis une terrasse. Pour moi, c'est super important de brasser, mais dans un milieu où il y a du public, parce que tu as du contact avec le monde. Tu sais. Je veux communiquer, je veux parler de bière, je veux voir du monde. Tu sais. C'est pas juste faire de la bière pour de la bière. Fait que c'est pour ça qu'on s'est ramassé à Saint-Jérôme. C'était à ce moment-là, il y avait aucune brasserie là. Puis on a trouvé le local où on pouvait avoir ce genre de setup-là qu'on ne trouvait pas ailleurs à Montréal ou qu'on ne trouvait pas à Laval non plus. Puis c'est pour ça qu'on est parti là-bas à Saint-Jérôme. Puis maintenant, ben, des bières qu'on connaît beaucoup à travers le Québec et d'exportation, ben, viennent, c'est ça, sont beaucoup de Saint-Jérôme, finalement. Fait que c'est un peu ça l'histoire du ciel. Oui, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé ou beaucoup de bière qui a coulé depuis le pub, hein, et ce fameux petit pub, bien, il existe encore, et si vous allez faire un tour là-bas, les gens de Montréal, évidemment, ils vont régulièrement, j'imagine, mais les ceux de l'extérieur, c'est encore la même mission, il y a encore beaucoup de bières qui sont brassées au pub que vous retrouverez pas en canette, la bouffe évidemment qui est toujours excellente là-bas. Donc le pub a rien perdu de ce qu'il était depuis le départ, là, même avec l'arrivée de l'usine, là. Le pub, c'est mon R&D, dans le fond. Quand on sait le temps de développer de nouvelles recettes, c'est là qu'on le fait. Quand on veut peaufiner des recettes, c'est là qu'on va le faire. Quand on veut se challenger, c'est là qu'on va le faire. Même souvent des collabs, c'est là que je les fais. C'est là que tu n'es pas une collab à gros volume, puis ben marketing. Non, on fait ça en tamis, 500 litres, merci bonjour, on a du fun, puis on se challenge, puis ah ouais, tu penses de même, moi je pense de même, ben let's go, on va l'essayer, tu sais. Puis fait qu'on fait ça vraiment là, puis le pub sert vraiment au développement puis à l'évolution des recettes. Fait qu'effectivement, puis il y a des choses, tu sais, on ne veut pas, tu sais, sur une tablette, bon, il y a des trends, il y a pas qu'à d'affaires, il ne faut pas l'oublier. De la bière, c'est quand même, on gagne notre vie comme ça, c'est une entreprise. Ben, il y a des bières qui fonctionnent moins bien sur la tablette, des choses comme ça, mais que nous, on se garde la liberté de brasser en 500 litres. Là, malgré qu'on fait de temps en temps une brownette qu'on met en canette, ben, tu sais, c'est peut-être pas avec ça que tu vas prendre ta retraite, mais au pub, on fait une brownette, on met ça sur le menu, puis on a une clientèle qui veut de ça, tu sais. Fait que le pub nous donne beaucoup de liberté d'être beaucoup plus large comme style de bière qu'on peut faire. Fait que oui, le pub demeure pertinent. Oui, puis c'est complet comme tableau, justement, avec l'usine, sa distribution à grand volume et le pub et son plus petit volume. Donc, tout ça fait du sens. Dieu du ciel, bon, de l'extérieur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, mon Dieu, ça a l'air le fun, ça sort au camion, mais toutes les entreprises brassicoles du Québec et même un peu partout, là, mais au Québec, on est un petit marché, hein, on se compare souvent aux États-Unis, là où la ville voisine est à 3 millions d'habitants, mais au Québec, c'est un petit marché. J'imagine que Dieu du ciel, vous avez vos défis quand même en 2020-2021, là, votre position de grosse microbrasserie. C'est quoi les défis associés à cette marque-là et à cette entreprise-là dans le monde de la bière? Ben écoute, moi j'aime bien dire des fois, nous autres, on a un petit gros. Tu sais, c'est effectivement sur un marché de 10 millions de personnes, quand on brasse à 12, 13, 14 000 hectares, t'es considéré comme une grosse micro, mais si tu vas aux États-Unis, t'es vraiment petit. Mais les aspects financiers qui viennent avec ça sont les mêmes, par contre. Fait que les réalités sont complètement différentes. Mais en même temps, on a un marché un peu protégé au Québec avec notre système de distribution. Fait il y a certains avantages à ce petit marché-là aussi. Mais rapidement,
dès qu'on est parti, c'est pour ça que nous, on a misé sur l'exportation, pas de temps pour faire vivre la brasserie, mais pour avoir un plus large auditoire, finalement. Fait que, grosso modo, on a toujours eu qui part entre 10 puis 20 de notre volume qui était vendu à l'extérieur du Québec, en partie dans le restant du Canada, pour nous, on appelle ça souvent de l'exportation parce que c'est tellement compliqué entre provinces. Ça. Mais bon, évidemment, beaucoup les États-Unis, puis bon, la France, l'Europe, un paquet de pays. C'est pas des gros volumes souvent, mais tout ensemble, ça fait quand même des gros volumes et ça te permet souvent aussi de balancer les saisons fortes, les saisons basses, et ça donne aussi beaucoup de raisons de voyager, qui est quand même pas à négliger dans cette histoire-là. Mais nous, c'est ça, on voulait parler un large auditoire, puis c'est ce qu'on a fait en gardant toujours dans l'idée de faire un peu d'exportation, mais en même temps, ce qu'on voulait vraiment bien servir, c'était notre marché au Québec. Puis oui, ben après ça, ben il faut travailler avec ça. Tu sais, il y a les tablettes maintenant, il y a vraiment beaucoup de brasseries. On est passé, bon, avec les années, on est passé de la bouteille à la canette parce que c'est vraiment ce qui est demandé par les gens. On a refait notre image de marque récemment. Parce que, bon, après 20 ans, ben, les choses ont changé. Après ça, c'est le trip qu'on avait en 98, mais on dit, bah, OK, c'est bon, on a fait un peu le tour, on va aller vers d'autres choses. Et puis, Dieu du ciel, c'est une entreprise aussi c'est un gros travail d'équipe, là. C'est moi qui en parle beaucoup, là, mais j'ai des brasseurs qui travaillent fort en arrière de moi. J'ai toute une équipe de communication, j'ai des serveurs qui sont sur le terrain, j'ai des ventes. Tu sais, puis ces gens-là, il faut que l'entreprise leur parle un peu aussi. Ils t'amènent des idées. Ils vont dire, hey, c'est-tu quand je parle aux gens, c'est ce qu'ils me disent? Ah ben oui, OK. C'est l'entreprise au complet qui évolue. C'est pas juste nous, les 4 associés, qui finalement disent, ah ben c'est mon identité à moi. Il faut se détacher un peu de Dieu du ciel. Et Dieu du ciel, c'est une brasserie en soi. Elle a sa propre identité, des gens qu'on rentre dans le bateau. Et c'est un peu le rebranding est en ce sens-là. Ben, maintenant, c'est ça. Oui, je suis un peu à la barre de toute cette histoire-là, mais j'ai plein de gens qui disent, hey, sais-tu, on a le goût de cette image-là qu'on veut amener là. Ben, OK, cool, let's go, on va par là. C'est un peu ce qui arrive un peu présentement. Puis, ça a été, en fait, ça nous a vraiment aidé à passer à travers cette année-là où nos 2 pubs sont quand même une source de revenus non négligeable. Puis, tout ce qu'on vend aussi en cake dans d'autres bars et restos. Fait que ce rebranding-là, le changement de canette, nous a permis de passer à travers la crise. Et puis maintenant, ben, on est prêt à réouvrir tout. Puis, espérons que c'est comme ça pour un bon bout. Oui, on l'espère. De toute façon, personne n'avait vu venir une pandémie comme ça. Fait que, en théorie, des cataclysmes, mais devrait en avoir un peu moins de manière récurrente. Dernière question avant qu'on embarque là-dedans, parce que je trouve ça vraiment intéressant de t'avoir là. Je pense que c'est la question à 1000 $ que tous les amateurs du Québec se posent. Et je sais pas si on te la pose souvent. Je m'excuse déjà si on te la pose souvent, mais quand la microbrasserie atteint une certaine taille, des fois, on se fait dire de ces gens-là qu'ils n'ont pas le choix de vendre à l'externe ou d'avoir des nouveaux investisseurs pour pouvoir poursuivre leur aventure. C'est arrivé à Archibald, c'est arrivé à Trou du Diable, c'est arrivé à Cidre Lacroix, d'être acheté soit par des grandes brasseries ou bref. Et là, on regarde Dieu du ciel, évidemment, on connaît pas vos chiffres, mais on se dit, c'est une grosse microbrasserie. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens là, qui se demandent justement qu'est-ce qui va arriver avec Dieu du ciel? Je suis certain que vous avez eu des offres au fil des années pour votre brasserie, des grands brasseurs ou autres. Parle-nous brièvement de ça un peu là, pour que les gens voient ce qui est la réalité. Ben, c'est sûr, j'aurais pu très bien. On a eu des offres, puis on aurait pu dire, ben, après ça, c'est un choix d'affaires de dire, ben, OK, parfait, je m'enlève du risque sur les épaules, j'ai le goût de passer à d'autres choses. Dans certains cas, ça veut dire, hey, sais-tu quoi, je me donne les moyens d'aller à la fois 10 au niveau de la vitesse parce que les capitaux sont sans limite, mais tu perds du contrôle dans ce que tu veux faire, tu sais. Nous, c'est arrivé vraiment un moment où j'ai du plaisir à faire ce que je fais. T'sais. Fait que c'était un peu comme les gens m'ont dit un peu avec le vaccin, il faut que le bénéfice versus le risque. Ben, c'était un peu ce qu'on a fait dans cette étape-là. C'est que, ben, écoute, sais-tu quoi, j'étais pas prête à laisser aller. Puis oui, justement, en gardant le contrôle de l'entreprise, ben, on peut le faire vraiment
sans compromis finalement et de focusser sur ce qu'on veut faire. Fait que c'est un peu financièrement, ça se tient. Est-ce qu'après ça, est-ce que ça va être plus long avant de... c'est moins un coup d'argent. Ben oui, il y a vraiment moyen de le faire autrement. Il y a moyen de donner des parts plus faibles. Il y a plein de choses. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est vraiment à savoir, comme entrepreneur, tu es rendu où au niveau du projet. Il y en a qui aiment, c'est partir des projets pour passer à d'autres choses. Il y a des gens qui veulent développer des projets. Moi, ce projet-là de brassicole me parle. Ce qui me manque présentement, c'est justement de pouvoir interagir. Directement après ça revient, d'interagir avec les gens. C'est ça que je n'étais pas capable d'aller. Je ne suis pas super bon d'un compromis dans la vie. Fait que je sais qu'à un moment donné, deal avec le risque, deal avec ce qui vient avec le fait d'être de 4 associés qui mènent le bateau pour une équipe plus petite. Mais en même temps, ça fait comme, OK, c'est ça que tu veux faire, mais tu le fais, puis tu vis avec tes choix. C'est ça qu'on a fait. Ben écoute, je pense que ça explique bien, parce que je te le dis, là, il y a du monde qui veulent savoir ce qui est la réalité en arrière de ça. Merci de cette explication claire. Et qu'est-ce que tu dirais si on embarquait dans la dégustation de ce beau breuvage que tu as choisi ce soir? Donc, évidemment, j'aime bien ça que les brasseurs se commettent dans le choix de la bière. Et puis, on va goûter la Wild Ultra, qui est une bière de fermentation mixte. Et ça, c'est souvent une appellation qui fait très peur aux gens qui ne connaissent pas parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire fermentation mixte. Alors, vas-y, parle-nous de fermentation mixte. On parle évidemment d'assemblage, on parle de barrique. Ouais. Vas-y avec la fermentation mixte. J'ai volontairement choisi ce genre de produit-là parce que quand je fais des podcasts, des choses de même, ça me drive quand je parle pas juste de mes flagships finalement parce que justement, on va aller plus à présenter qu'est-ce qui fait que je trippe encore à faire de la bière. Ben, c'est ce genre de projet-là, justement, qui est compliqué puis qui a un style un peu bizarre puis t'auras pas de post ben sur Instagram là, de slushy, de cossins qui collent ses verres puis tout ça. Je vais arrêter tout de suite de parler de ça. Mais justement, de choses qui est beaucoup plus complexe, mais qui fait partie, justement, quand je parlais tantôt, je tripe ces fermentations, ben c'est exactement ça l'affaire. Ça, c'est un peu un genre de spin-off de l'exorcisme, on peut dire. Okay. Quand je parle de fermentation mixte, d'ailleurs, cet exercice il est écrit exactement la même chose. C'est que, dans le fond, moi, je voulais être clair que je fais pas de fermentation spontanée. Je fais pas de lambic. De toute façon, je suis pas en Belgique. Je fais pas de fermentation spontanée. Donc, juste de laisser le mou ouvert, comme Pete Caribou fait, comme, mon Dieu, j'ai son nouveau projet. Brett et Sauvage. Merci, Brett et Sauvage. Nous, on fait pas ça. On n'est pas équipés pour le faire. Mais, fait que je ne voulais pas prétendre le faire. Fait qu'au départ, ce qu'on faisait, c'est justement, on faisait notre propre mélange de levure, puis de brettes, puis de bactéries, tout ça. Puis, éventuellement, qu'est-ce que j'ai eu? Ben, j'ai eu finalement un cadeau de slurry de Jean Van Roy, de chez Cantillon. Donc, de son lambic de 1 an. Quand il transfère ses barriques, il m'envoie du slurry et je repars avec ça. Fait que ça peut pas être plus mix que ça parce qu'il y a vraiment de tout là-dedans. Puis nous, on part des fermentations là-dedans pour faire l'exercice. Fait que pour ça, je vais être clair, je ne prétends pas faire de la fermentation spontanée, j'appelle ça fermentation mixte, parce que justement, il y a plusieurs souches de bactéries, plusieurs souches de levure là-dedans, et on laisse ça aller. Puis Wild Ultra, c'est qu'une année, je me suis dit, ça serait le fun de travailler avec ce même mix-là, mais dans un mou très houblonné, à chercher d'autres saveurs, puis justement, le houblon vient contrôler un peu plus les lactobacillus, mais pas tant les pédios, le brett, ça ne dérange pas, puis probablement qu'on aurait un profil, mais vraiment différent. Puis pour le faire, au tout départ, j'ai du mou d'Ultra Mosaica, let's go, on prend ça, on met ça dans des barriques de bois, on pète ça dans la levure, boum, c'est parti. Fait que c'est comme ça. En fait, Wild Ultra, c'est un peu un nom de travail qui est resté plusieurs années, parce que c'est un work in progress, cette affaire-là. Fait que, on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener. Là, ma bière, elle a gâché un peu. Je me disais peut-être, non, je pense que je l'ai bien caché. Ça s'est bien passé de mon voir. Mais je vais te dire tout de suite, c'est que tantôt, j'étais à la brasserie, puis j'ai dit, ah oui, j'ai ça à faire. Puis, merde, j'ai bu ma dernière Wild Ultra, j'avais dans le frigidaire. Fait que je m'en suis pogné dans le frigidaire de la boutique, puis j'étais en moto, fait que j'ai mis ça dans la boîte de la moto, elle s'est faite barouetter, pas rien qu'à peu près.
Fait qu'on a vu que, ouais, elle n'a pas trippé ben, son voyage de moto. Fait que, ben voilà. Fait que pour en parler un peu, ben, on a un peu un caractère acidulé, on a le Brett, mais c'est pas super acidulé parce que je pense que vraiment le houblon vient jouer un peu un caractère de modérateur là-dessus. Fait que, puis là, ben, elle est relativement jeune, cette batch-là. Puis d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, on est passé de 750 ml à 500 ml parce qu'on s'est dit, ouais, je pense que c'est une genre de bière là, que 750 ml tout seul, là, ça devient un projet. 500 ml, c'est jouable, puis à 2, c'est parfait. Fait que tout ça, on dit, ouais, je suis d'accord. C'est un peu plus d'ouvrage là, parce que c'est embouteillé à la main, cette patente-là, mais overall, je pense que c'est nettement une meilleure chose. Fait qu'on voit quand même qu'elle a une belle mousse pour les bières de fermentation mixte, justement, ou les lambics, les choses là-dessus n'ont pas vraiment une belle tenue. Mais elle, probablement à cause du houblon, on a quand même une belle tenue. On est dans le blond, cuivré, ça va, tout est là. Mais au nez, c'est ça. Fait qu'on a ce caractère-là tropical un peu, parce que je pense que le Brett fait un peu de biotransformation sur le houblon. Il y a pas de dry hopping là, comme la Wild Ultra, c'est vraiment son mou qui est déjà à la base très, très, très houblonné. Puis, on fermente ça dans les barriques de chêne. C'est des barriques de chêne qui sont relativement neutres, qu'on réutilise plusieurs fois. Fait que, il n'y a plus beaucoup de tanin, plus tant de vanilline non plus. C'est vraiment, dans le fond, un fermenteur de bois. Puis, ta culture, elle habite finalement un peu aussi la barrique, là. Ben oui, mais on va la contrôler parce qu'on la passe un peu à vapeur parce qu'on repart toujours... Quand on reçoit tu sais, Jean m'envoie régulièrement de ses levains, on part de l'exo, puis on the side, on en prend une partie, puis on fait une batch de Wild Ultra. C'est un peu comme ça qu'on travaille avec ce projet-là. Parce que les fermentations mixtes, on fait juste repitcher, il y a une sélection naturelle qui se passe. Fait que le goût va prendre une tangente qui est pas exactement, particulièrement pour l'exercice, que je voudrais pas nécessairement, en fait. Fait que c'est un peu ça quand on parle de fermentation mixte, c'est vraiment de rester vraiment dans le respect des fermentations spontanées qui se peuvent se passer. Ça se passe chez Allagache, dans le Maine. Effectivement, nous, on le fait en Gaspésie. Ça se passe en Belgique, ça se fait même un peu en Angleterre. Mais le lambic, ça, c'est comme un peu une appellation, respectons-le. Ça se passe en Belgique. Puis après ça, ben, si tu fais pas de la spontanée, tu fais de la mixte, c'est parfait, c'est super. On fait des super beignets avec ça, mais il faut juste être transparent avec les consommateurs. Mais tu sais, en fait, tu as un peu la même flore, veux pas, tu as un peu le même produit, même si c'est pas venait pas justement de l'air et des levures naturelles. Mais on va continuer avec le profil de la bière. Donc, au nez, tu en as parlé, c'est extrêmement fruité là, quand même. Là. Puis justement, ce côté-là dans les IPA vient, comme tu le disais, du dry hopping, du houblonnage accru. Mais là, ici, c'est vraiment, comme tu dis, les levures sauvages mêlées avec le houblon qui donne ça. Tout à fait. Puis tantôt, on a parlé, c'est un assemblage. Les assemblages sont bien connus dans le lambic, mais sur un paquet d'autres choses. C'est qu'en fait, là, cette bière-là, c'est un assemblage, mais aussi, il y a un assemblage, il y a une part de moralité dans cette bière-là. OK. Parce que la Wild Ultra, elle va passer quand même 4 à 5 mois dans la barrique. Le houblon, il se transforme, mais il perd un petit peu de son kick. Puis, on s'est rendu compte, en fait, puis bon, chaque barrique vont goûter un peu différemment. Fait que déjà, en partant, c'est un assemblage. Mais, justement, c'est un assemblage qu'on rajoute de la bière fraîche, qui est de la moralité, qui sort direct du Bright Tank, qui est full houblonné. OK. Puis on met pour aller chercher ce profil IPA-là que tu voulais à la base, exactement, mais qui se transforme un peu avec le temps. Donc, tu y redonnes un kick d'IPA avant l'embouteillage, en fond, c'est ça? Voilà, parce qu'on rajoute un peu de levure pour être sûr que ça refermente. On rajoute un tout petit peu de sucre, mais on sait que les brettes vont continuer à travailler sur les sucres résiduels de la moralité, parce qu'il y a un peu de sucre résiduel de la moralité. Puis ça va l'amener vraiment à son niveau de gasification, carbonatation, c'est en anglais, de gasification, et qui va vraiment lui donner son profil que finalement, si on ne dit pas c'est quoi qu'il y a dedans, on ne le sait pas. Mais c'est un peu ça l'assemblage finalement. Ouais. C'est de ramener quelque chose qui va complémenter une bière. Dans ce cas-là, c'est un peu ce qu'on fait. Et comme je te disais aussi, les fermentations mixtes, les assemblages d'une brasserie à l'autre, on ne sait jamais à quoi s'attendre, hein, parce que ça, c'est un peu justement la recette du brasseur, de l'assembleur, de dire, moi, j'aime ça plus acide. J'ai goûté au Québec des trucs qui étaient très sur le sauvage, très peu acide, d'autres affaires très acides.
Donc, c'est ce qu'on veut savoir un peu aussi, tant qu'à découvrir une fermentation mixte. Donc, moi, ce que je goûte, j'ai goûté quelques gorgées pendant qu'on en parlait. Évidemment, le côté IPA, il est bien présent. C'est un peu ce que je me disais. Je me disais, écoute, la IPA, après tout ce temps en barrique, doit disparaître. Donc, vous la ramenez un petit peu à l'avant. Donc, amateur d'IPA, vous ne serez pas déçus là, parce qu'il y a un premier kick amer quand même qui est là. Et le nez est vraiment, vraiment intéressant. Là. C'est un côté fruité qui est loin des houblons tropicaux à la mode. Là. C'est vraiment un côté hyper complexe. Là. Ben, c'est vraiment la fermentation qui amène ça. Puis là, cette bouteille-là, elle est relativement fraîche, puis on a vraiment le kick de houblon. Dans quelques mois, de manière, elle passe une espèce de passe que j'appelle un peu adolescente, là, où les bras sont trop longs, il y a des boutons. Puis après ça, ça arrive à maturité, cette patente-là. Oui, le houblon va s'estomper un peu, mais la bière prend vraiment un autre niveau qui est tout aussi intéressant. T'sais. L'amertume va tomber un peu, mais son caractère tropical va rester parce que les esters restent dans la bière. Mais je dirais, j'en ai ouvert un peu. C'est un peu par accident parce qu'on dit, ultimement, il faut, justement, dans le DIP, on dit, on va la servir jeune, tout ça, mais on a regardé des bouteilles, on a dit, fuck, ouais, c'est un peu out of date. Bah, laisse ces bouteilles-là, on verra bien. Puis, une année, pouf, tu rouvres ça comme un et demi après. Puis, c'est comme, wow, OK, là, j'ai d'autres choses ici. Là. Fait que ça peut tenir quand même la route. Mais vraiment, dans l'idée, là, ouais, de Tron, on veut comme une espèce d'IPA sauvage. C'est le temps, c'est là. Oui, c'est ça, quand tu es jeune. Parce que là, on goûterait au même produit dans un an, on n'aurait pas le même profil. Fait que là, en ce moment, comme on le disait, on a l'IPA. Et d'ailleurs, tout ce qui est fermentation mixte, tu le disais, c'est embouteillé à la main parce que c'est une refermentation en bouteille, parce que les levures habitent encore dans la bouteille. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps, ça va continuer à travailler, à évoluer. Et c'est pour ça que nous, dans les boutiques Je bois local, en fait, les seules bières qu'on garde température pièce, ce sont celles-là. Toutes les bières qui sont assemblées comme ça, refermentation naturelle, parce que justement, on veut permettre aux clients de goûter à des produits qui sont plus vieux puis qui ont évolué. Donc, n'ayez pas peur de ces bières-là, justement, dans le temps. Même au contraire, 1 an, 2 ans, ça peut être hyper intéressant. D'ailleurs, tu parlais de ton autre bière avec ton mou de spontané qui est très recherché au fil des années. Là. Je pense que les gens sont bien excités de pouvoir goûter ces bières-là 2-3 ans après. Là. C'est rendu des bières qui sont très en demande, même après plusieurs années. Ben, c'est vraiment le fun de faire des mini verticales de 2-3 ans puis d'avoir l'évolution d'un produit. Puis après ça, il y a toujours un caractère subjectif à ça. Et déjà, on va dire, moi, je l'aime clairement plus jeune. Non, c'est vraiment à 2-3 ans, c'est là que je trouve ça trippant. Puis c'est la beauté de la bière, c'est la beauté d'un produit comme ça qui est évolutif. Là. Bon, on s'entend Favienne Lager, ça c'est un peu le nom, là, je suis pas parti. OK, là, mais sur certaines bières, c'est OK, ça on peut avoir un voyage gustatif là, sur certaines bières qui méritent d'être vécues. Exactement. Donc, on parle d'un produit complexe dans sa conception et d'un produit qui va demeurer complexe avec le temps parce qu'il continue d'évoluer en bouteille. Donc, si on analyse comme il faut ce côté-là, moi, je trouve que le nez est vraiment unique parce qu'on a un nez qui est à la fois sauvage, mais très fruité par rapport au travail que tu disais. Et là, on a une bonne amertume quand même quand elle est jeune. Donc, si vous aimez les bières amères en ce moment, comme tu le disais, c'est le temps. Et il y a une légère acidité, mais on ne va pas dire que c'est une bière très acide là, quand même. Là. Si c'est... Pour parler dans la langue de Shakespeare, on est plus dans le tart que sour, je dirais. D'accord. Donc, les gens qui ont peur aussi de l'acidité, de tout ce qui est justement dérivé des bières spontanées, des fois, ça peut être extrêmement acide. C'est pas le cas ici. Mais les levures sauvages amènent une dimension qui est vraiment unique. C'est un super beau produit. Et si vous n'achetez une, achetez-en 2. Hein? Gardez-vous-en une pour la faire vieillir parce que c'est vraiment intéressant. Et on parlait de produits complexes. C'est le fun de dire ce produit-là va évoluer dans le temps, ce qui est le cas de cette Wild Ultra qu'on goûtait ce soir. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps et cette dégustation. Y a-t-il des choses qu'on surveille très bientôt, de nouveautés ou de bières incontournables qui s'en viennent chez Dieu du Ciel ou
Hey, tabarnou, j'ai tellement pas fait mon pitch de vente, moi, là. Ah, ben c'est pas grave, de toute façon. Ben, checker notre Facebook, tout passe par là. Puis, ouais, exactement. Il y a d'autres assemblages qui s'en viennent. Tu sais, on a une autre série d'assemblages qui s'appelle la symbiose. Puis justement, tu sais, symbiose, ça le dit, c'est deux éléments ensemble qui vivent pour le bénéfice de l'autre. Ben, c'est vraiment une série d'assemblages et chaque assemblage, on a des noms aussi plates que symbiose 20. C'est le 20e symbiose. Bon, ceci dit, ça se peut qu'on revienne à travers de ça. Il y a des thématiques qu'on a faites. Hey, c'était symbiose, c'était vraiment hot. Là, fait que, on va peut-être faire du ménage dans tout ça éventuellement, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment dans le fond, on explore beaucoup à travers notre chai. OK, on devrait essayer ça, puis après ça, OK, ouais, c'est tel fruit, ça devrait marcher. Et on veut, même si on est une grosse brasserie, se garder vraiment une espèce de liberté de s'amuser comme ça. Le brewpub, c'est le fun pour le fût, mais l'embouteillage, c'est vraiment un calvaire, malgré que, OK, ouais, je vais faire un pitch de vente. Ça. Ah ouais? Tu sais, on parlait tantôt, ouais, tu sais, faut brasser des affaires que ça marche moins, mais tu sais, comme brasseur, tu sais. Bon, nous autres, la saison du parc, c'est vraiment une des bières que j'adore. C'est houblonné, c'est dry, c'est vraiment hyper typé. Mais bon, quand on en vend, c'est les saisons à 4%, c'est pas nécessairement ce qui sort de plus. Mais on s'est gâté cette année, on s'est dit, hey, on fait un petit 500 litres à Montréal qu'on a embouteillé à la main dans une petite 500 ml de même. C'est super bon, ça va être en vente juste au pub à Montréal. Ben oui, c'est comme ça. Puis, fait, ceux qui trippent la saison du parc, ben, ils n'en ont pas fait. Oui, on en a fait, mais vraiment en quantité super limitée. Très, très bientôt, on t'apprend les étiqueter à la main, en plus. Ah ouais. Super c'est vraiment craft. C'est ça, c'est très artisanal. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas de gêne de toute façon avec les produits du Dieu du ciel. Vous n'êtes jamais éloigné de la traque artisanale, même avec le temps. Ça, c'est sûr et certain. Et ben, c'est ça, aller faire un tour au pub aussi, c'est une vraie mine. Et avec justement la réouverture qui s'en vient, on va pouvoir reconnecter avec ces petits lots et ces petits brassins. Merci beaucoup, Jean-François, de ton temps ce soir et au plaisir, on aurait plusieurs autres bières qu'on pourrait déguster. Donc, on mettra ça à l'agenda dans les prochains mois. C'est bien le fun. Merci beaucoup. Okay, cheers. Salut. Donc, c'était Jean-François Gravel, qui est un des propriétaires et qui est vraiment la figure de Dieu du ciel et qui parle de ses bières avec une passion, vous l'aurez remarqué, hein, qui est loin de s'éteindre. Un gars qui est là et qui a vu passer plusieurs modes au niveau de la bière au Québec et qui nous parle ce soir justement d'une bière qui est faite avec soin, avec de la patience dans leur chai. On parlait d'un chai là, de 200-300 barils quand même. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de produits encore qu'on va découvrir de ce chai-là. Merci beaucoup de votre présence dans cette vidéo ce soir, en direct ou pas. Allez sur notre site jeboislocal.ca pour avoir d'autres vidéos. Nos boutiques pour les gens de Québec et pour tous les produits promotionnels également. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et c'est sûr que je serai là la semaine prochaine pour une autre vidéo, évidemment. Jeboislocal.ca